Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Seconde Guerre mondiale a été l'une des périodes les plus graves de l'histoire de l'humanité. Au fil des ans, des découvertes fascinantes continuent d'émerger, nous permettant de mieux comprendre les événements et les secrets de cette époque. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 découvertes incroyables de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Dans la tanière du loup, le quartier général militaire ultra secret d'Adolf Hitler sur le front de l'Est, de nombreux artefacts intrigants ont été découverts. Profondément caché dans les forêts de Mazourie en Pologne, ce complexe secret a fait l'objet de récents travaux archéologiques qui ont permis de mettre au jour des éléments importants qui éclairent le fonctionnement du refuge. Parmi les découvertes remarquables figurent les escaliers menant au baraquement personnel d'Hitler et 2 portes de bunker, dont l'une aurait fait partie de son propre bunker. Ces découvertes permettent de mieux comprendre l'agencement du complexe et les endroits précis où une tentative d'assassinat a échoué en 1944. Sur ce site, un drapeau peint et une pierre gravée portant l'emblème du bataillon de protection spéciale d'Hitler ont été retrouvés. La tanière du loup, avec son haut niveau de sécurité et le séjour prolongé d'Hitler de 850 jours, revêtait une importance considérable pour le régime nazi. Lorsque la guerre s'est retournée contre eux, Hitler s'est retiré dans son bunker à Berlin et la tanière du loup a été détruite. Numéro 19. La station météorologique Kurt était une station météorologique automatique exploitée par la Kriegsmarine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été établie en octobre 1943 par une équipe de sous-marins lors d'une opération secrète dans le nord du Labrador, à Terre-Neuve. Il s'agit de la seule opération militaire armée allemande connue en Amérique du Nord. L'objectif de la station météorologique Kurt était de recueillir des données météorologiques susceptibles d'aider les opérations des sous-marins allemands dans l'Atlantique Nord. La station était équipée d'une technologie de pointe pour mesurer la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique et d'autres paramètres météorologiques cruciaux. Les données recueillies devaient fournir des informations précieuses pour la planification des patrouilles de sous-marins et des attaques de convois. Cependant, en 1944, une expédition militaire conjointe canado-américaine, portant le nom de code Opération Victory, a été lancée pour mettre hors service la station météorologique allemande. À l'aide de photographies aériennes et de renseignements recueillis auprès de prisonniers de guerre allemands, les Alliés parviennent à localiser l'emplacement de la station. En juillet 1945, une équipe de soldats canadiens, soutenue par du personnel américain, s'est lancée dans une mission audacieuse pour démanteler la station météorologique. Ils doivent faire face à des défis logistiques et naviguer sur un terrain accidenté, mais leur détermination est payante. Le 22 août 1945, ils ont atteint le site et ont réussi à démanteler la station, mettant ainsi fin aux activités de la station météorologique Kurt. Numéro 18. Le lagon de Truk, situé dans l'océan Pacifique, abrite l'un des cimetières sous-marins les plus célèbres au monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Truk a servi de base navale japonaise majeure et a été la cible d'une attaque aérienne dévastatrice en février 1944, connue sous le nom d'Opération Hailstone. L'attaque a permis de couler de nombreux navires et avions japonais, créant ainsi le cimetière du lagon de Truk. Le lagon de Truk est parsemé des restes de plus de 60 navires et 250 avions, dont la plupart sont restés au fond de la mer. Les navires coulés comprennent des cuirassés, des croiseurs, des destroyers, des sous-marins, des cargos et même des porte-avions. Ces épaves servent aujourd'hui de récifs artificiels et attirent des plongeurs du monde entier. L'exploration du cimetière du lagon de Truk est un véritable voyage dans le temps. Les épaves sont remarquablement bien conservées, grâce aux eaux calmes et protégées du lagon et à l'absence de courant fort. Si vous êtes amateur de plongée, vous pourrez nager dans les couloirs sinistres des navires de guerre engloutis, ce qui vous offrira une expérience de plongée unique. Numéro 17. Selon des documents déclassifiés de la CIA, on soupçonnait Adolf Hitler de s'être échappé en Colombie et d'y être resté en vie au moins jusque dans les années 1950. Les documents révèlent qu'un ancien soldat SS a affirmé avoir eu des contacts réguliers avec Hitler en Colombie et a même fourni une photographie à titre de preuve. Le rapport, soumis par le chef du bureau de la CIA au Venezuela, indique que l'informateur, Philippe Citroën, prétend avoir rencontré Hitler lors de ses voyages de Maracaibo à la Colombie alors qu'il travaillait pour une compagnie maritime.
Ces observations présumées ont fait l'objet de nombreuses théories conspirationnistes. Bien que la CIA ait pris ces allégations suffisamment au sérieux pour enquêter, aucune preuve concrète de la survie d'Hitler n'a jamais été trouvée. Il est largement admis que les derniers instants d'Hitler se sont déroulés dans le bunker de Berlin en 1945. Son corps aurait été découvert par des soldats soviétiques, puis enterré dans une tombe anonyme. Les spéculations sur la fuite d'Hitler en Amérique du Sud ont été alimentées par la découverte d'autres nazis de haut rang tels qu'Adolf Eichmann et Joseph Mengele. Numéro 16. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pilotes ont rapporté avoir observé de mystérieux phénomènes aériens connus sous le nom de Foo Fighters. L'un d'entre eux a été observé en mai 1945 par un pilote allemand près de la Carinthie, en Allemagne. Le terme Foo Fighter a été inventé par les pilotes alliés et est un dérivé du mot français feu. Les Foo Fighters étaient décrits comme des orbes lumineuses présentant des caractéristiques de vol non conventionnelles. Ils se présentaient souvent sous la forme de sphères lumineuses, de disques ou de formes allongées et étaient généralement de couleur rouge, orange ou blanche. La rencontre du pilote allemand avec un chasseur fou près de la Carinthie est venue s'ajouter au catalogue croissant des phénomènes aériens inexpliqués observés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pilote a décrit l'OVNI comme un objet lumineux et pulsant qui suivait son avion avec une agilité remarquable. Le chasseur fou maintenait une distance et une vitesse constante, défiant les lois de la physique en manœuvrant sans effort dans l'air. Ces observations ne se limitent toutefois pas à un seul camp. Étrangement, des pilotes allemands, italiens et japonais, ainsi que des forces américaines, britanniques et soviétiques, ont rapporté des expériences similaires. Cela a donné lieu à des spéculations sur l'origine et la nature des Foo Fighters. Les objets ont souvent été pris pour des avions ennemis ou des armes secrètes, mais aucun des deux partis n'a pu expliquer avec certitude leur présence ou leurs objectifs. Qu'en pensez-vous? Numéro 15. À ce jour, on connaît l'existence de 7 systèmes d'abris et de tunnels connus sous le nom de projet Reise dans la région des monts des Hiboux. Le projet Reise était une initiative de construction massive entreprise par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de ce projet ambitieux reste entouré de mystères et sa portée et ses objectifs n'ont pas encore été entièrement élucidés. Situé dans les monts des Hiboux, dans l'actuelle Pologne, le projet Reise prévoyait la construction d'un réseau souterrain de tunnels, de bunkers et d'installations. L'objectif exact du projet Reise fait encore l'objet de débats et de spéculations parmi les historiens et les chercheurs. Au fil des ans, diverses théories ont émergé, allant de son utilisation potentielle comme quartier général d'Adolf Hitler à un lieu secret pour le développement d'armes, en passant par un lieu de stockage sécurisé pour des artefacts de valeur. Certains suggèrent même qu'il aurait pu servir de système de transport souterrain secret ou de refuge pour les hauts fonctionnaires nazis. Les tunnels s'étendent sur des kilomètres et présentent des conceptions complexes, notamment des chambres, des puits, des escaliers et même des installations d'eau. Nombre de ces installations souterraines étaient également équipées de lourdes portes anti-explosion, de systèmes de ventilation et d'autres mesures défensives. Numéro 14. Le projet Ahnenerbe était une organisation de recherche créée au sein du régime nazi en 1935. Sous la direction de Heinrich Himmler, l'Ahnenerbe visait à légitimer une idéologie de suprématie aryenne. L'un des principaux objectifs du projet Ahnenerbe était de fournir des preuves archéologiques à l'appui de la croyance selon lesquelles la race aryenne, considérée comme supérieure par les nazis, descendait des dieux nordiques. Le projet Ahnenerbe a bénéficié d'un financement et de ressources importants, des millions de dollars ayant été alloués à ces efforts. Le projet s'est concentré sur l'exploration de sites et d'artefacts anciens, en particulier ceux associés aux cultures germaniques et nordiques. Les chercheurs ont tenté de trouver des preuves archéologiques que les anciennes tribus germaniques étaient des descendants directs des dieux et qu'elles étaient intrinsèquement supérieures aux autres races. Les efforts du projet ont été largement infructueux et ils n'ont pas réussi à trouver de preuves solides au cours de leurs recherches. Numéro 13. En 2016, un archéologue russe a choqué le monde en annonçant une découverte terrifiante dans les montagnes enneigées de Bolchoï-Tchar en Russie. Il a trouvé une mystérieuse valise remplie de crânes d'extraterrestres. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est le lien supposé avec l'Ahnenerbe, connu pour ses expériences pseudo-scientifiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quel est le lien entre cette obscure organisation nazie et l'étrange découverte en Russie?
Alors que nous nous interrogeons sur l'origine et la signification de cette valise de crâne, elle reste l'un des nombreux mystères d'un chapitre sombre de l'histoire. À votre avis, que faisaient les nazis dans cette ville et auraient-ils pu entrer en contact avec quelque chose de surnaturel ou d'extraterrestre? Numéro 12. Le mystère du dirigeable fantôme fait référence à un incident survenu le 16 août 1942 impliquant un dirigeable de la marine américaine nommé L-8. Le dirigeable a décollé près de San Francisco avec un équipage de 2 pilotes expérimentés. Cependant, il est devenu le centre de l'attention lorsqu'il a été retrouvé sans équipage et à la dérive plusieurs heures plus tard. Ce jour-là, il effectuait une mission de routine, mais après une courte période de vol, il a dévié de sa trajectoire et s'est dirigé vers la mer. Comme il ne répondait pas aux appels radio, la marine a envoyé des avions pour enquêter. Quelques heures plus tard, le dirigeable est découvert flottant au-dessus de l'océan, intact mais sans aucune trace de l'équipage. La disparition mystérieuse de l'équipage a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains ont suggéré que les pilotes avaient été victimes d'un accident, tandis que d'autres pensaient qu'ils avaient peut-être rencontré des activités ennemies, ce qui avait conduit à une évacuation forcée. Cependant, aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. La marine a mené une enquête, mais n'a pu trouver de preuves concrètes ni déterminer le sort de l'équipage. L'affaire n'a toujours pas été élucidée, et au fil des ans, diverses théories ont vu le jour, notamment celle d'une mission secrète ou d'une rencontre avec un ovni. Numéro 11. Le globe d'Hitler est un artefact important situé au Berghof, sa résidence de montagne dans les Alpes bavaroises. Le globe, qui mesurait plus de 1 mètre de diamètre, occupait une place de choix dans son bureau. Cependant, il ne s'agissait pas d'un globe terrestre ordinaire, mais d'une version personnalisée illustrant les plans d'expansion territoriale de l'Allemagne. Le globe présentait une carte du monde personnalisée, mettant en évidence les régions conquises par l'Allemagne et les objectifs futurs, conformément à la vision d'Hitler d'un empire allemand dominant. Il reflétait sa vision mégalomaniaque du monde et sa croyance en la supériorité de la race aryenne et du peuple allemand. Hitler étudiait souvent le globe, traçant avec son doigt les zones qu'il voulait conquérir et contrôler. Le globe est devenu le point central de ses discussions stratégiques et de ses prises de décision, alors qu'il imaginait l'influence allemande s'étendre à travers l'Europe et au-delà. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Berghof a été détruit et une grande partie de son contenu, y compris le globe, a été perdu. Des années plus tard, il a été découvert par un soldat et vendu pour 65 000 $. Numéro 10. La légende de l'or nazi tourne autour du prétendu trésor caché des dirigeants nazis qui se trouverait dans le lac Toplitz en Autriche. On pense que les nazis ont déversé des caisses d'or et d'autres objets de valeur dans le lac alors qu'ils battaient en retraite dans les derniers jours de la guerre. Le lac Toplitz se trouve au cœur de la forêt, à environ 98 km de Salzbourg et servait de base navale. Plusieurs témoins, dont des habitants de la région et le neveu de l'officier SS nazi Ernst Kaltenbrunner, affirment que des caisses sont cachées dans le lac. Si des expéditions antérieures ont permis de découvrir des artefacts et de la fausse monnaie, l'existence du vaste trésor d'or nazi n'a toujours pas été confirmée. Des plongeurs et des chasseurs de trésors ont tenté d'atteindre le butin supposé enfoui à 103 mètres sous la surface du lac. Cependant, l'exploration est entravée par des conditions dangereuses, notamment une couche de troncs d'arbres et de branches enfoncées. Numéro 9. Vous êtes-vous déjà demandé où Hitler pourrait être enterré? Cette question fait encore aujourd'hui l'objet de spéculations et il est peu probable qu'elle soit jamais révélée officiellement. Cependant, un autre cercueil en bois a été découvert, construit pendant la Seconde Guerre mondiale par James Alexander Schutt. Ne pouvant s'engager dans l'armée en raison d'un problème de santé, James a décidé de contribuer à l'effort de guerre par des activités de collecte de fonds en créant un cercueil en bois. Il a invité les gens à donner un penny pour l'effort de guerre et a enfoncé un clou dans le cercueil d'Hitler. Le cercueil s'est retrouvé en possession de son voisin et a ensuite été acheté par le Musée national de l'armée en Nouvelle-Zélande. Si Hitler n'a pas été enterré dans ce cercueil, un autre cercueil a été découvert par le fils d'un collectionneur d'antiquités. Numéro 8. Jusqu'à présent, on peut dire qu'après la guerre, les États-Unis ne voulaient pas perdre toutes les connaissances que les nazis avaient pu acquérir. L'opération Paperclip est une opération secrète de renseignement menée par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son principal objectif était de recruter des scientifiques, des ingénieurs et des techniciens allemands
en particulier ceux qui participaient au programme de développement avancé de l'Allemagne nazie et de leur fournir un refuge. L'opération a débuté en 1945 et a duré jusqu'en 1959. Dans le cadre de l'opération Paperclip, plus de 1600 scientifiques allemands, dont des personnalités comme Werner von Braun, ont été amenés aux États-Unis. Ces personnes ont bénéficié d'une immunité de poursuite pour leurs activités passées en échange du partage de leur expertise et de leurs connaissances. Le recrutement de ces scientifiques allemands était motivé par le désir d'acquérir un avantage technologique sur l'Union soviétique au cours des premières années de la guerre froide. L'Amérique cherchait à exploiter l'expertise de ces personnes, en particulier dans les domaines de la fusée, de l'ingénierie aérospatiale et d'autres technologies de pointe. Numéro 7. Le char Maus, également connu sous le nom de Panzerkampfwagen 8 Maus, était un char super lourd développé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devait être le char le plus grand et le plus lourdement blindé jamais construit. Cependant, seuls 2 prototypes ont été construits et aucun n'a combattu. Aujourd'hui, l'un de ces prototypes est exposé au musée du char Kubinka, près de Moscou, en Russie. Le char était une merveille technique, pesant environ 188 tonnes et doté d'un blindage exceptionnellement épais, jusqu'à 220 mm à certains endroits. Il était propulsé par un énorme moteur de 1200 chevaux, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse de pointe d'environ 21 km/h. Après la guerre, le prototype restant de Maus a été capturé par l'Union soviétique et envoyé au musée des chars de Kubinka, où il est toujours exposé. L'énorme taille du char et sa technologie avancée en font une attraction captivante pour les visiteurs intéressés par l'histoire militaire et la technologie. Bien que le char n'ait jamais atteint l'objectif de combat auquel il était destiné, sa simple vue suffit à susciter l'admiration. Pouvez-vous imaginer ce que cela aurait été si cet engin avait été déployé au combat ? Numéro 6. La série documentaire Hunting Hitler se penche sur une affaire fascinante du FBI qui n'a pas été résolue depuis 70 ans, à savoir la question de savoir si Adolf Hitler a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Dans un épisode, les enquêteurs se lancent dans une chasse à l'homme intense pour découvrir la vérité en explorant une maison nazie dans la jungle. Une équipe de chercheurs renommés, guidés par des preuves historiques et des témoignages, s'aventure dans la jungle reculée à la recherche de tout signe de présence possible. La maison nazie devient le point central de leur quête. Ils examinent méticuleusement l'endroit à la recherche d'indices et de vestiges susceptibles d'éclairer l'histoire. L'importance de cette enquête réside dans les mystères qui entourent toujours la mort d'Hitler. Les théories du complot suggérant d'autres scénarios, comme sa fuite en Amérique du Sud. Il est dit qu'Hitler tenait à conserver un certain style de vie, et cette maison, aussi isolée soit-elle dans la jungle, comportait 2 chambres, des tuiles faites sur mesure et un niveau de vie supérieur à la moyenne. Pensez-vous que cette maison a été utilisée par un officier nazi de haut rang ou peut-être même par Hitler lui-même? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. La fusée V2 a été le premier missile balistique guidé à longue portée au monde et a été principalement utilisée contre des cibles alliées, en particulier à la fin de la guerre. Elle était propulsée par un moteur à carburant liquide et avait une portée d'environ 320 km. Il pouvait atteindre une vitesse de 5600 km/h et pouvait transporter une ogive d'environ 1 tonne. La fusée était lancée verticalement et atteignait une altitude maximale d'environ 97 km avant de descendre à des vitesses supersoniques vers sa cible. Environ 4500 fusées V2 ont été assemblées sur différents sites, Peenemünde, situé dans les montagnes du Harz en Allemagne centrale, étant le principal site de production. La production de la fusée V2 était une opération complexe et à grande échelle, impliquant divers composants tels que les moteurs, les systèmes de guidage et les ogives. Celle-ci était transportée vers des sites de lancement et tirée sur des cibles en Angleterre, en Belgique et dans d'autres régions alliées. De nombreux scientifiques allemands ayant travaillé sur le programme V2, dont Werner von Braun, ont été recrutés plus tard par les États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. Numéro 4. Le chaudron d'or arien est un artefact controversé qui a suscité des litiges juridiques en raison de sa prétendue association avec l'Allemagne nazie. L'histoire du chaudron commence avec sa découverte au fond du lac Chiemsee en Allemagne, où il a été trouvé en 2001 par Jung et Sig. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'un ancien récipient en or datant de l'époque pré-chrétienne. Mais des doutes sont apparus quant à son âge et à son origine, ce qui a donné lieu à une bataille pour la propriété de l'objet. Joseph Hatzenbüller, qui a acheté le chaudron en 2014 pour une somme importante, a finalement intenté un procès à Jens.
Joseph prétend que Jens l'a encouragé à plusieurs reprises à acheter le chaudron, affirmant qu'il s'agissait d'un artefact celtique authentique ayant une signification particulière. Certains suggèrent cependant qu'il aurait pu être commandé par un membre du parti nazi. Numéro 3. L'opération Bernhardt était une opération secrète menée dans le but de déstabiliser les économies des pays ennemis en les inondant de faux billets de banque. L'opération porte le nom de son initiateur, Bernhard Kruger. Elle a débuté en 1942 et impliquait une équipe de faux monnayeurs qualifiés, dont beaucoup étaient des prisonniers juifs des camps de concentration. Ces prisonniers étaient contraints de produire de fausses livres sterling et de faux dollars américains, ainsi que d'autres monnaies, avec une attention méticuleuse aux détails. Les faux billets étaient conçus pour être impossibles à distinguer des billets authentiques. La cible principale de l'opération Bernhardt était l'économie britannique, car les nazis voulaient saper la valeur et la confiance dans la monnaie britannique. Les faux billets étaient si convaincants qu'ils ont été largement diffusés dans plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, provoquant d'importantes perturbations dans leurs économies. Ils pouvaient également semer le chaos dans les systèmes financiers et saper la confiance dans la monnaie légitime. À mesure que la guerre approchait de son terme et que les forces alliées se rapprochaient, l'opération a été réduite et finalement interrompue. Les faux billets qui n'ont pas été utilisés ont été jetés dans le lac autrichien Toplice afin de dissimuler les preuves de l'opération. Fait intéressant, l'opération Bernhardt est connue comme l'une des plus grandes opérations de contrefaçon de l'histoire. Numéro 2. L'USS Lexington, également connue sous le nom de Lady Lex, occupe une place importante dans l'histoire de la guerre maritime. En tant que l'un des porte-avions emblématiques des États-Unis, l'USS Lexington a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à presque toutes les opérations majeures dans l'océan Pacifique. Les escadrons d'avions se sont livrés à d'intenses combats aériens, réussissant à détruire 372 avions ennemis dans les airs et 475 autres au sol. Cela a eu un impact profond sur l'issue de diverses confrontations et a apporté un soutien vital aux forces alliées. En 2018, le navire a été découvert dans la mer de Corail à environ 800 km de la côte est de l'Australie. Bien que le navire ait joué un rôle essentiel, il a été sabordé en mai 1942 pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. La découverte du navire en relativement bon état a marqué une avancée remarquable dans le domaine de l'archéologie marine. Numéro 1. Le bunker du Führer a joué un rôle important pendant les derniers jours de la vie d'Adolf Hitler et les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale. Situé à 8,5 mètres sous les ruines de Berlin, le bunker a servi de quartier général fortifié et de résidence à Hitler. Construit avec des murs en béton, il offrait un abri et une protection contre l'escalade des attaques d'artillerie soviétique. L'intérieur du bunker comprenait plusieurs pièces et installations, notamment des quartiers d'habitation pour Hitler et son entourage, une salle de réunion, un bureau, une salle à manger et un centre de communication. Le bunker était équipé d'un système de ventilation, de générateurs et d'autres équipements essentiels à la vie quotidienne sous terre. Après la mort d'Hitler, le 30 avril 1945, l'importance du bunker a diminué et aujourd'hui, il n'existe plus dans sa forme originale. Il a été partiellement démoli et se trouve sous le parking d'un complexe d'appartements. Le site est marqué par des plaques historiques, mais la majeure partie du bunker n'est pas accessible au public. Il est intéressant de noter qu'au-dessus des vestiges du bunker d'Hitler se trouve aujourd'hui une aire de jeu pour enfants. Ce contraste entre une aire de jeu et un site historique est un rappel poignant de la transformation que Berlin a subie depuis la guerre. Avez-vous déjà vous-même trouvé un objet datant de la Seconde Guerre mondiale? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.